vert. Frida Kahlo, salsa. Je suis designer d'objets et le designer, ce qu'il va faire, c'est va concevoir la forme, l'utilisation de cet objet, mais aussi il va agir dans tout le processus de fabrication de l'objet, dès le choix de la matière première utilisée jusqu'à toutes les étapes qui vont faire la fabrication et l'utilisation de cet objet. Je fais de la recherche en design et c'est de la recherche appliquée et donc c'est ça le principal de mon activité. En lien avec la recherche, je fais pas mal de projets en freelance, des projets liés à mon sujet de recherche. Je travaille sur la valorisation de l'artisanat traditionnel, principalement en Amérique du Sud, à travers le design. C'est-à-dire en quoi un designer et son travail peuvent aider à mettre en valeur des techniques autochtones ou anciennes qui sont souvent oubliées. Et d'un autre côté aussi, travailler sur l'insertion économique des acteurs liés à ces types de métiers. Et donc en quoi l'action du designer va agir non seulement sur les produits qu'ils vont faire, mais aussi sur toute leur économie et leur insertion sociale. L'enjeu principal est plutôt un enjeu humain, mais du coup, par extension, ça tourne autour de circuit local, circuit court de production. Et donc, on réfléchit à d'autres manières de produire et à d'autres manières de faire les choses. On ne va pas prétendre devenir économiste ni ingénieur, mais c'est plutôt travailler avec les gens et à partir de ça, essayer de capter l'essentiel de leurs connaissances, mais pour les faire converger dans un projet qui prend ce qu'on a besoin dans l'économie, ce qu'on a besoin dans le social et les faire travailler ensemble. Spécifiquement par rapport à la recherche en design, comme c'est quelque chose de très récent, très souvent dans le milieu académique, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais de la recherche en design, ça existe ?» Non, mais ce n'est pas de la recherche, ça. Les gens ne savent pas où le mettre, ne savent pas qu'est-ce qu'on peut bien faire, qu'est-ce qu'on peut bien rechercher. Ils ne comprennent pas en quoi ces métiers-là de la création sont profondément en lien avec comment la société marche, comment on réfléchit la société, comment on pose des questions par rapport à la société. Et c'est là où on a notre place. Mais c'est vrai que c'est une place qui est récente, que les gens connaissent mal et qu'il faut souvent défendre. À chaque fois, les négociations par rapport aux honoraires sont difficiles parce que le métier est un métier complexe et qui est en général mal connu. Si les gens comprenaient mieux de quoi il s'agit, je pense qu'on aurait moins de mal à se faire rémunérer correctement. Ça varie souvent en fonction du type de projet qu'on fait et de l'étape où on en est. Au début d'un projet, on va passer beaucoup de temps devant l'ordinateur, écrire un texte pour expliquer ce qu'on veut faire, à faire des images pour ça. Après, on va passer à une étape budgétaire où on va passer beaucoup de temps au téléphone, à appeler des fournisseurs, gérer des délais, à faire des calendriers. Et puis ensuite vient l'étape qui est pour moi très rigolote. Enfin, j'aime beaucoup l'étape de production, où on passe beaucoup de temps en atelier, où on met les mains à la pâte, on se salit. J'ai beaucoup travaillé avec de la céramique, avec du bois et avec du soufflage de verre. Et à chaque fois, on passe des journées entières en atelier. Et on passe beaucoup de temps à regarder comment on fait, à réfléchir. Parce que très souvent, et ça c'est dans tous les projets, les choses ne se passent pas comme on les a prévues. Donc on est habitué à faire un plan A, un plan B, un plan C. Chaque projet est différent, on se confronte à des personnes différentes, à une matière différente, à des formes différentes, à un objet différent. Et donc on ne s'ennuie jamais. Il y a un projet que j'ai fait pendant 2 ans au sein d'une association à la Sorbonne. Et on avait proposé un projet qui s'appelait Crafting for Change. Et ce projet-là avait pour but l'intégration d'artisans migrants
en France et d'artisans ruraux en Argentine. Donc c'était un projet binational. Donc la toute première étape, c'était vraiment une étape de conception de projet, de se dire bon, qu'est-ce qu'on va faire, dans quel but, en combien de temps, quels sont les acteurs qui vont participer avec nous. C'était un projet qui mettait en lien des étudiants en design avec des artisans. Au début, on avait proposé de faire venir en Argentine des étudiants en design français. Et finalement, ça ne s'est pas fait parce que dans les négociations, avec des gens du ministère de la Culture de l'Argentine, il y a une personne du ministère qui m'a dit « Mais pourquoi nous, Argentins, on recevrait vos étudiants français pour venir utiliser le savoir-faire de nos artisans sans qu'il y ait un échange de l'autre côté. Nous, on pourrait très bien convoquer nos propres étudiants en design pour faire ça. Et donc, en quoi c'est une valeur ajoutée ? C'était très chouette en fait parce que ça nous a fait tout de suite comprendre que sans le vouloir, on était sur une posture légèrement colonialiste, mais on ne s'en rend pas compte. Et pourtant, moi, je suis d'origine latino-américaine, je suis bolivienne. Mais tout de suite, on a compris que l'enjeu était ailleurs. Et on a fait le projet binational sur 2 territoires. Ensuite, on a passé beaucoup de temps à faire des budgets, essayer d'anticiper combien d'argent on allait avoir besoin. Et ensuite, il fallait trouver ces fonds. Et c'était super dur. On a quand même réussi à trouver même plus de ce qu'il nous fallait, mais ça nous a pris presque une année de trouver les fonds uniquement. Et ensuite, la deuxième année, c'était l'exécution du projet. La partie d'exécution était compliquée aussi. En Argentine, c'était légèrement plus simple parce que c'était un groupe d'artisans qui était déjà consolidé et qui avait déjà une relation établie avec l'université, donc ils avaient déjà un peu l'habitude de travailler ensemble. Par contre, en France, on a dû recruter des artisans migrants. C'était des gens qui venaient de différents pays, avec des langues très différentes. Mais bon, quand il y a de la volonté des gens, les choses marchent. Et les étudiants, on prenait Google Translate, on écrivait dans un sens, dans un autre, on faisait des signes, on faisait des dessins, on faisait de tout. Et finalement, ça a très bien marché. L'idée, c'était de mettre le statut de designer et d'artisan au même niveau pour qu'il y ait vraiment un échange et que l'artisan ne soit pas juste un exécutant. Il y a 2 filles qui ont fait un projet avec un tapissier afghan qui n'avait pas de métier à tisser et qui tissaient plus en France parce qu'ils n'avaient pas de métier à tisser. Ils ont développé un siège qui était à la fois siège et table. Et en fait, l'objet en lui-même était un métier à tisser. Et donc, en fait, il a tissé directement sur l'objet. Et c'était super chouette parce que ça a vraiment pris en compte toute la réalité de cette personne. Déjà, du côté des étudiants, il y a eu une espèce d'éveil social, de prise en compte de l'autre et ça a beaucoup inspiré leur parcours par la suite. Pour nos migrants, ici en France, c'était super chouette parce que ça leur a permis de s'insérer, en fait, tout simplement. Le fait d'avoir participé à notre projet leur a donné beaucoup de crédibilité. Il y a des moments très intenses où on va travailler depuis très tôt jusqu'à très très tard le soir. Et il y a d'autres moments où c'est beaucoup plus calme. Et dans la recherche, il n'y a pas de contrainte d'horaire. Chacun fait sa recherche à son rythme. J'ai souvent des projets avec l'Argentine et donc ça m'emmène à me déplacer en Argentine au moins une fois par an. Tout dépend dans le champ dans lequel on veut s'insérer. On peut rester sur place si on a envie. Après, si on a envie de connaître d'autres choses ou de voyager, ça peut se faire aussi. Jusqu'à présent, c'était irrégulier. Et d'ailleurs, j'étais obligée d'avoir un travail alimentaire à côté de temps en temps pour équilibrer la balance. La rémunération en freelance, c'est une rémunération horaire. Ça doit tourner autour des 53 € de l'heure. À partir de cette année, comme je commence la thèse, en fait, j'ai réussi à avoir la bourse doctorale. Il y a 2 types de bourses. Il y a des bourses du privé, donc c'est les bourses CIFRE avec les entreprises, et il y a les bourses doctorales de l'école. Donc moi, j'ai eu la bourse de l'école. La bourse de l'école va me payer pendant 3 ans un salaire tous les mois. À côté de ce salaire-là, qui sera la base de mon économie, je serai amenée à faire des vacations. Toutes ces vacations sont payées en plus.
Et ces vacations-là sont payées aux alentours de 43 € de l'heure. Et après, ça va dépendre de l'université, comment sont négociés ce type d'heure. À l'âge de 16 ans, j'ai travaillé l'été avec mon frère. À ce moment-là, il était en train de dessiner des lampes. Donc il m'a appris en fait très simplement, tu peux dessiner une lampe, imagine la taille de l'ampoule, imagine la forme de l'ampoule. Je me rappelle que cet été-là, on a dessiné des lampes avec lui et on les a fabriquées. Ça m'a tellement plu que je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire du design. Arrivée en France, pour mes études, on m'avait mal orientée, donc on m'avait dit qu'il fallait faire 2 ans d'art plat pour pouvoir entrer en école de design, ce qui n'était pas du tout vrai. Au début, je ne me suis pas trop posé de questions, mais après, quand j'ai commencé à me renseigner sur les écoles, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le bon parcours. Et j'ai paniqué. Mais j'ai quand même profité de cette étape en art plastique. Comme c'était un parcours universitaire, ça m'a donné un bagage théorique qui a beaucoup nourri ensuite ma pratique et mes réflexions sur le design. C'était très difficile de passer du système universitaire vers le système d'école. Et donc au début, j'étais obligée de faire la licence design à la Sorbonne et ensuite tenter les concours. Et donc là, j'ai pu faire les Beaux-Arts de Lyon. Une fois dans les Beaux-Arts de Lyon, je me suis éclatée. J'ai passé des heures et des heures en atelier. Après les Beaux-Arts de Lyon, je suis partie en Argentine pendant 7 ans. Et en Argentine, je me suis retrouvée à travailler dans des projets de développement financés par la Banque interaméricaine de développement et la coopération espagnole. Donc c'est de fil en aiguille que les choses ont commencé à converger dans ce sens-là, et c'est ça qui m'a emmenée à aller dans la recherche. Et donc c'est pour ça qu'après 7 ans en Argentine, j'ai voulu revenir en France pour finir mon master. Donc j'ai fait une année de master à la Sorbonne en recherche, avec l'idée de faire un doctorat après. J'ai heureusement croisé dans mon chemin ENSAD Lab, donc l'école des arts décoratifs, où ils ont vraiment une approche de recherche appliquée. On va vraiment être en interaction avec d'autres domaines des sciences, autant les sciences sociales que les sciences dures. Et donc en fait, c'est là où toutes les choses, le puzzle s'est fait tout seul en fait. Je pense qu'en général, les gens qui font du design le font parce qu'ils ont une vraie passion. Parce que ce n'est pas un métier facile du point de vue économique. C'est dur de faire reconnaître son travail, et donc les gens qui font du design le font vraiment parce qu'ils aiment ça. Et donc les gens qui s'investissent dans la recherche en design le font aussi pour les mêmes raisons. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire découvrir. Il y a une potentialité énorme dans le design, dans son application, dans le croisement avec toutes les autres sciences. L'information, c'est du pouvoir. Il est super important que quand on commence à réfléchir au métier qu'on veut exercer, qu'on s'informe sur les débouchés, sur les filières, qu'on essaye de rencontrer quelqu'un qui exerce déjà ce métier. Si vous avez la possibilité de faire ne serait-ce que quelques semaines de stage chez le professionnel de la filière qui vous intéresse, faites-le. C'est que du temps gagné. C'est justement parce qu'on est jeune, on a des choses à dire, on a des questions à poser, et il faut le faire. Il faut chercher des gens qui nous donnent des réponses. Paul